Madame, Monsieur, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de l'entretien. Une fois n'est pas coutume, nous avons déserté les studios de la télévision pour aller à la rencontre d'une dame de cœur, une militante des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique, la première avocate au Cameroun, frondeuse de par ses positions, pertinente par la qualité de ses analyses et surtout soucieuse et attachée aux valeurs de liberté, notamment pour les minorités sexuelles. Maître Alice comme est notre invité. Bonjour, Maître. Bonjour, Thierry. J'espère que je n'ai pas exagéré au niveau de la présentation. Non, tu as été parfait. Merci. Bravo. Alors, merci de nous recevoir chez vous, il faut le dire. Eh bien, c'est la moindre des choses puisque je suis confinée et le lieu où je me trouve est le lieu qui est le vôtre, où vous êtes accueillis à bras ouverts. Voilà, donc vous avez parlé tout à l'heure de confinement, alors que il y a des idées convergentes qui laissent croire que la pandémie du nouveau coronavirus est un lointain souvenir au Cameroun. Mais pourquoi rester donc confiné jusqu'ici? Je reste confinée parce qu'il y a aussi des idées convergentes qui disent que la pandémie n'est pas du tout partie et qu'au contraire, il y a de nouvelles contaminations. Et ceux qui examinent la situation vous disent que c'est parce que justement on a déconfiné. Les gens se sont laissés aller en pensant que ce petit virus avait disparu et puis on a noté un pic de nouvelles contaminations et donc on est retourné au confinement. Alors c'est pas le moment pour moi de me déconfiner puisque je regarde ça. En tout cas ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas ce que le Cameroun en dit. Je ne sais pas si au Cameroun, on nous a dit de ne plus de considérer que le virus est hors de nos frontières. Alors, j'ai constaté à l'arrivée dans votre domicile que vous avez les yeux rivés sur la télévision. Peut-être les images nous le prouveront tout à l'heure. Donc, vous êtes assez au fait de l'actualité, tant nationale qu'internationale. On a l'orée de la rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun. Le gouvernement camerounais a décidé de préconiser l'enseignement alternatif, donc les cours par mi-temps, comme on les appelle de manière triviale. Quelle analyse faites-vous de cette actualité? Je suis très triste de voir que le gouvernement camerounais s'occupe plus de ce dont on n'aurait jamais dû avoir à s'occuper que de s'occuper de ce genre de situation qui concerne l'éducation de nos enfants. Quelle est la part qu'on laisse au souci qui doit être celui de nos gouvernements de se préoccuper de l'enseignement. Lorsque par ailleurs, justement grâce aux médias, on sait qu'il y a plus de 68 écoles qui sont fermées. Et quand je vois l'état des autres qui sont encore fonctionnels, je réalise que l'État ne nous dit pas quelles sont les dispositions qui ont été prises pour continuer à respecter les mesures barrières pour nos enfants qu'on envoie là-bas. On ne nous en parle pas du tout. On nous parle de mi-temps, c'est très gentil. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que, par exemple, à part la mi-temps, qu'on puisse nous dire qu'est-ce qu'on a pris comme disposition pratique pour que le maximum, sinon la totalité des enfants, puissent aller à l'école cette année. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'ambition d'un gouvernement, c'est d'instruire tout le monde. Tout le monde a un égal droit, à un égal accès à l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour ça? Tous ces parents-là qui ne vont pas pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et quand je regarde également les médias, je vois que certaines écoles, pour aller l'itinéraire, le trajet qui mène de la maison à l'école, c'est une mer de boue. Même les motos ne passent pas, les voitures ne passent pas. Il suffit qu'on nous dise que ce sera la mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux enfants d'aller à l'école sains et saufs et propres? Ça, c'est un. Deuxièmement, pour qu'un enfant aille à l'école, il faut que les parents aient pris des dispositions en espèces sonnantes et trébuchantes pour mettre l'enfant dans les conditions idoines qui lui permettent d'aller à l'école, de revenir en sécurité, d'étudier. N'est-ce pas? Je n'entends pas parler de ça. On va laisser ça aux parents alors qu'on met ses parents en prison ou qu'on garde la guerre au Nozo, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des enfants dont les parents habitent à Bastos, à Yaoundé. Tous les autres sont des parents. Et ce sont les parents qui ont la charge de préparer l'enfant à l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour que, comme par le passé, les parents puissent aller travailler, apporter de l'argent,
mettre une partie de ce budget à la disposition des enfants. Donc vous pour aurez un souhaité accueil. vous aurez souhaité qu'il n'y ait pas rentrée scolaire, par exemple, cette année. Mais non, c'est un devoir d'instruire. Je vous ai dit que c'est un droit, l'enseignement. Mais ce droit-là est protégé par qui? C'est par le gouvernement. C'est eux qui doivent assurer ça. Nous ne sommes pas dans un pays où l'enseignement est privé. Il y a tout un ministère ou plusieurs ministères qui s'occupent de ça. Quelles sont les politiques? Le ministère de l'Éducation de base, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Exactement. Quelles sont les politiques qui ont été mises en place par le président de la République, puisque c'est lui qui commande tout, pour que cette politique soit effective sur le terrain et que les gens puissent avoir accès facilement, librement, à moindre coût, avec une possibilité de payer les coûts à l'école. C'est ça mes questions. Si on ne me répond pas là-dessus. Le gouvernement camerounais répondra à travers... il répond quand? C'est demain la rentrée, c'est le 5 là. Bien sûr, lundi prochain. Alors, vous croyez que c'est trop tôt pour que les parents... Moi, je ne suis peut-être pas parent, mais je suis grand-parent. Oui. Donc, je vois les enfants, comment ils souffrent. Je vois les parents, c'est-à-dire mes enfants, les difficultés qui sont les leurs. Il y en a qui ont des parents qui... Imaginez un parent qui travaille à la Camerco. C'est une société d'État. Bien sûr. Je ne parle même pas des autres sociétés. Ils ne sont pas licenciés, ils sont censés travailler. Les pilotes, le personnel de Camerco. Ça fait plus de 6 mois d'arriérés de salaire qu'ils ont. Et ils ne sont même pas sûrs de garder leur emploi, puisque la société peut disparaître à tout moment. Vous imaginez ce qui se passe dans leur tête pour préparer une rentrée scolaire? Personne ne pense à eux. Je parle de Camerco comme des autres sociétés qui ont des difficultés. On attend le gouvernement là où il y a des problèmes, avec des solutions. Voilà. On n'attend pas un gouvernement à aller créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Et à chercher des solutions, les vraies, pas des fausses solutions avec des hypocrisies et des sournoiseries pour les uns et pour les autres. Il faut être honnête avec le travail qu'on vous a confié. On en parlera certainement tout au long de cette émission parce que nous en avons pour 1 heure. Il y a également une actualité politique, parce que là nous étions quand même dans le domaine de l'éducation, un secteur assez important quand même. Vous savez, c'est la politique, c'est toujours la politique. Celui qui pense que c'est la politique, c'est une politique, la politique de l'enseignement, mais oui, le président de la République doit s'occuper de tout ça. Bien sûr. Il n'y a pas, vous savez déjà, en ce qui concerne les droits de l'homme, il faut savoir que les droits de l'homme, les droits qui s'attachent à un être humain, parce qu'il est un être humain, pas parce qu'il est camerounais, béti, non, parce qu'il est un être humain, ce sont des droits qui sont et indivisibles et universels. Donc, un président de la République doit s'assurer que tous sont en même temps, parce que c'est ça qui compose la trame de la dignité humaine et de la vie humaine. Donc, c'est de ça qu'on attend de nos dirigeants, comprenez? Ce n'est pas des petits morceaux de dire « Ah oui, mais comme, regardez, non. Non, on ne fait pas ça. Moi, je pense que quand on est un parent, et on nous dit que le président est le père de la nation, il doit le faire avec honnêteté et sincérité. Et il doit s'occuper de l'épanouissement général du Camerounais, où qu'il se trouve. C'est-à-dire qu'il doit lui assurer, à travers des politiques qu'il met en place, le minimum qui lui permet de vivre, de faire vivre, de soigner quand on est malade, d'instruire, de marcher en sécurité, d'avoir des routes pour circuler, d'avoir la possibilité d'aller planter ce que la mère nature vous donne. On dirait que l'État ne peut pas tout faire à la fois. Mais non, mais alors, si c'est un État qui ne peut pas tout faire, alors les dirigeants, il faut les changer pour trouver ce qu'ils peuvent faire. Non, ben, écoutez, il y a quand même des pays où on ne vole pas le riz qu'on a envoyé aux gens parce qu'ils n'ont pas le riz. Ou parce que là, on n'a pas prévu une politique qui permet de sortir du riz. Alors qu'on me dit que les Chinois ont eu des milliards d'hectares ici, ils font du riz, mais pour aller nourrir les leurs. Voilà ce que j'attends du gouvernement camerounais. Qu'il se soucie de ce qui est du riz, puisque notre sol en produit. En abondance. Nous avons... Il y a quand même l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Pas pour vous, pas pour moi. Non. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut avoir un salaire conséquent. Il ne faut pas avoir 36 000 francs de SMIC qu'on n'est pas sûr d'avoir. Parce que l'employeur a beaucoup de difficultés pour produire, pour travailler,
produire cet argent et le redistribuer à ceux qui l'ont aidé. Si vous le permettez, on va évoluer dans l'actualité, justement, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, l'éducation, qui est un droit inaliénable à tout être humain, fait également partie de l'actualité au Cameroun. Alors, quel regard portez-vous ou jetez-vous sur les marches, ou la marche du 22 septembre dernier, initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Cette marche marque une date dans l'histoire du Cameroun. Il y aura un avant 22 et il y aura un après 22. Il ne faut pas se leurrer. Les symboles sont là. Du côté de ceux qui marchent, eh bien, ils ont montré leur courage. Et c'est du courage qu'il faut dans ce pays. Le courage de défendre ses droits et les libertés. Et de ne jamais se faire arrêter pour ça. Ils l'ont eu. Parce que les menaces n'ont pas manqué. Quand vous voyez le MINAT sortir comme un pitbull, menacé, parler d'abeilles, parler d'emprisonnement. Non, excusez-moi. Je ne dis pas que c'est exagéré, mais quand vous le voyez, il s'adresse quand même à ses compatriotes, qui ne sont pas ses serviteurs. Quand il s'adresse à ses compatriotes, au peuple camerounais, devant qui son patron a prêté serment, il doit le faire avec un minimum de respect. Il doit être circonspect pour les paroles. Il ne doit pas être tout le temps en train de menacer les gens. Et ce, en pensant que son poste lui confère la légitimité de se transformer en législateur, en procureur de la République, en juge suprême et en tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il est un ministre, c'est-à-dire qu'il fait partie du secrétariat du président pour exécuter les missions que le peuple a confiées à son patron. Il ne doit jamais sortir de ce rôle. Donc il doit toujours s'assurer que les personnes qui ont mis son patron là sont en adéquation, sont en phase avec ce que son patron leur a promis par serment. C'est ça qui perd de vue. Mais vous oubliez en même temps qu'il est quand même garant de... Qui est garant? Qui? Le ministre, le président de la République, qui agit à travers, ou par le truchement de son ministre de l'administration territoriale, qui est garant de la liberté des personnes et des biens, mais également de la protection de la loi au Cameroun. Et la loi, effectivement, sur les manifestations publiques, la loi de 1990 sur les libertés au Cameroun, suppose ou demande que quand on veut manifester, qu'on demande une autorisation auprès d'un sous-préfet, notamment, ou d'un chef de district. Alors ça, c'est une grosse histoire. Si je peux vous lire... Allez-y. Ce n'est pas le MINAT qui est le garant des libertés. C'est le juge. Il ne faut pas se tromper. C'est le juge et le juge suprême. Qui est la Cour suprême. Qui est la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui fait partie de la Constitution, bloc de constitutionnalité. Et dans la séparation des pouvoirs, à aucun moment on va vous dire que le MINAT est le... Vous avez dit le protecteur de quoi? C'est énorme ça. C'est le juge suprême. C'est lui qui vous dit comment il faut, toutes ces lois-là, comment il faut les interpréter à travers ce qu'on appelle, nous, la jurisprudence, c'est-à-dire des arrêts qui sont rendus à la Cour suprême. Et voilà ce que dit dans un discours de rentrée solennelle, donc public. Si le juge ne protège pas les droits et libertés fondamentaux, qui d'autre le ferait dans une société civilisée? L'activité du juge symbolise son rôle dans le combat pour la dignité humaine. Il doit en être conscient et prévoir la portée de ses décisions. Loin de plaire aux hommes, il sert l'humanité. Pour le mot de la fin, convenons avec Pascal que si le juge échoue à protéger les libertés fondamentales, c'est qu'il a échoué en tout, peu importe les obstacles et les moyens. Je pense que vous avez compris maintenant. Très bien. Qui fait quoi? Et justement, quand on regarde, quand on écoute M. Atangandji Minat, on a l'impression qu'il a cette confusion de rôle dans sa tête. Mais quand même, quand on relit les dispositions, je le disais tout à l'heure, de la loi 90-055 du 19 décembre 1990, portant justement un régime de réunion
et de manifestations publiques. Il est souligné, notamment au niveau des manifestations publiques, à l'article 6, à l'alinéa 1, notamment, que sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches, et rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. C'est ça. Et justement, le ministre Atangandi, qui est le ministre de l'administration territoriale, est chargé de veiller à ce que cela soit fait. Sauf qu'il pense à une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, c'est ça? Bien sûr. Cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale n'est qu'une des lois de la République du Cameroun. Bien sûr. Placée en 3e position parmi les trois types de lois qui ne portent peut-être pas le nom de loi, qui sont prévus à l'article 45 de notre loi constitutionnelle. Parce qu'il faut ajouter loi pour savoir que la Constitution, c'est une loi. C'est une loi qui a été votée par la même Assemblée, Oui. qui s'appelle la Constitution. Et l'article 45 de la Constitution est clair. Il établit deux principes. Il établit le principe de la hiérarchie dans les lois. Parce que si je dis les normes, on peut ne pas comprendre. Les lois. Et en même temps, il établit le principe de la primauté de la loi internationale, des traités, sur la loi de M. Kaba-Yégué et la loi de M. Kaba-Yégué quand c'est la... pas la loi de M. Non, c'est pour faire la différence. C'est sur le président de l'Assemblée. Bien sûr. C'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord. Ça n'a pas de... Mais dans ce cas, vous direz que la loi internationale, c'est la loi de Paul Biya. Non, mais je vais justement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale, c'est la loi, c'est les députés qui l'ont dit quand ils votaient la Constitution. Ce n'est pas moi. Quand ils votaient la loi qu'on a appelée Constitution et qu'on a mis en numéro 2 comme loi du Cameroun. Vous me laissez expliquer parce que ce n'est pas très simple pour moi d'expliquer ça. Oui, allez-y. Or, je pense que si on ne comprend pas ça, on va aller dans tous les sens. Et on va avoir la même confusion que monsieur le Minat, qui prend sa place. Oui, le ministre Minat. Le ministre qui prend toutes les places, alors qu'il a une place qui lui est assignée par les textes auxquels il est tenu, et il veut occuper les autres places, qui ne sont pas les siennes, qui sont attribuées. Voilà. Donc, je disais qu'il y a 3 étages de loi. La loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Oui. Il y a l'autre loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, mais qui s'appelle la Constitution, qui est au-dessus des autres lois ordinaires que vote l'Assemblée nationale. Et au-dessus, il y a les traités. Ça, c'est le principe qui est établi, qui est là sur l'article 45 de la Constitution, votée par ceux qui ont voté la loi dont vous me parlez là. D'accord? Et la loi à laquelle on a donné la primauté sur toutes les autres lois, c'est, nous dit l'article 45, le traité ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés et qui ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Pourquoi? La réponse est dans l'article 43 de la Constitution qui dit quoi? Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Nous sommes d'accord. Non, il faut. Je ne parle pas pour vous, vous êtes d'accord. Mais je parle pour ceux qui vont vous écouter et m'écouter. Je veux le leur rappeler, ce n'est pas une affaire d'opposant. Je ne veux pas qu'on me voit comme un opposant, mais comme quelqu'un qui est soucieux du respect. Oui, oui. Parce que mon combat, c'est aussi celui de défendre les valeurs de l'état de droit qui ont disparu de notre... Donc pour vous, le sous-préfet... le sous-préfet... Donc vous savez trop, donc le sous-préfet interdit par voie d'arrêté, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon. Ce que son patron, le plus haut, le président de la République, a autorisé en ratifiant et en négociant ces accords.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les traités, il ne faut pas voir international. Non, non, non. C'est parce que c'est le président de la République qui a autorisé ça, qui a donné ces droits-là à tout son peuple. Et en même temps, et donc, aujourd'hui, non, non, il y a un problème de parallélisme des formes. Vous ne pouvez pas, vous êtes nommé par le président de la République, eux-mêmes disent toujours sur hautes instructions du président de la République, vous ne pouvez pas vous retrouver sur le terrain avec des pouvoirs qui sont supérieurs à ceux de celui qui vous a nommé là. Mais justement, est-ce que vous comprenez ça? Parlant justement de cette loi, la loi de 90 en question sur les libertés oui. a également été signée par le président de la République et qui donne pouvoir. Non, non. Si? Ce n'est pas le président qui a négocié ça. Ah. Je vous dis qu'il l'a négocié indirectement, oui. En signant et en ratifiant oui, les accords internationaux qui, eux, posent les principes généraux. Les principes généraux, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, son assemblée ici, ne doit pas, une fois qu'eux, ils ont posé ces principes de primauté, ils ne doivent pas venir voter des lois inférieures qui vont violer ces principes. C'est une question de cohésion. Donc, on pourrait parler dans ce cas de marche interdite par l'autorité administrative. C'est-à-dire que c'est encadré par les traités. Les marches, l'interdiction des marches par le sous-préfet qui est en bas ne consiste pas à anéantir complètement ce que son super patron a décidé en haut et qui est devenu un engagement international qui lie le Cameroun. Pour vous, les manifestants pas ou toute personne, selon les textes oui. tels que présentés, oui. Tout manifestant est libre effectivement oui. de marcher. C'est pour ça qu'on n'a pas mis, on n'a pas mis autorisation. C'était pas possible parce que c'était en contradiction avec ce qu'on avait déjà voté à l'Assemblée en votant la Constitution. Vous comprenez? C'est une question de logique. On ne pouvait pas. C'est pour ça qu'on dit déclarer. Déclarer pourquoi? Parce que justement, on doit encadrer votre marche, qui a déjà été décidée par le président de la République, à l'intérieur des traités qui engagent désormais tout le Cameroun, tous les chefs d'État du Cameroun, parce que c'est le président de la République qui les a négociés comme ça. Et il a prêté serment qu'il va protéger ces libertés-là. Il va donc, en principe, si on est logique, si on est cohérent avec soi-même et pertinent, on doit prendre des lois pour renforcer ce que le président a dit en haut. Mais justement, pas pour interdire, nous n'avons pas dit pas cela. Pour violer. Oui. Or, c'est ce qu'on trouve tous les jours à la sous-préfecture. Le sous-préfet se retrouve avec des pouvoirs exorbitants qui lui permettent de décider contre ce que le président a signé, ratifié solennellement. Nous sommes d'accord à ce niveau, mais le législateur a quand même pris le soin au niveau de l'article 8 de cette loi sur la liberté de réunion et de manifestation, à l'article 8 notamment, à l'alinéa 2, de souligner avec force que toutefois, si le sous-préfet estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ou l'interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Donc, vous voyez bien comment on a aménagé ça, oui. Pour que justement on ne puisse pas permettre au sous-préfet systématiquement de refuser les manifestations. Mais quand la nature de la marche elle-même vise à porter il n'y a pas de nature la marche, c'est la marche, c'est la marche. Ok? La preuve, le 22 septembre, est-ce qu'il y a eu des casses? Pas enregistré à notre niveau. Eh bien voilà. Alors, monsieur le sous-préfet a anticipé et il a dit, il y aura des marches, j'interdis. Non. Monsieur le sous-préfet doit tout faire pour s'assurer que la marche peut avoir lieu, prendre toutes les dispositions. Non pas pour signer des gardes administratives, non. Mais pour permettre aux gens de marcher, d'exercer un droit qui est inaliénable. En même temps, la même loi donne quand même le taux. Mais non, mais cette loi n'est pas. Cette loi, non, elle n'est pas applicable. Au regard des précédents. Non, elle n'est pas applicable. Non. Il y a eu des précédents quand même sur les marches initiées par le mouvement, la décision de monsieur le sous-préfet, c'est une décision qui est toujours en position d'excès de pouvoir. Et c'est le juge qui va le dire par la suite, parce qu'il faut le saisir. Comme je vous l'ai fait lire ici, ce n'est pas une décision
qu'on peut considérer comme une décision qui est opposable comme ça aux marcheurs. Non. Les marcheurs ont le droit de dire non, nous sommes dans notre bon droit, parce que c'est la loi supérieure qui nous permet, parce que c'est nos droits, nous allons marcher. Qu'est-ce qui va rester au sous-préfet à faire? Il faut saisir le juge. Souvent, comme on n'est pas dans une situation de séparation des pouvoirs, il sait que si on saisit le juge, on va téléphoner, il y aura des hautes instructions, le juge va aller dans... Ça peut arriver. Mais il peut aussi arriver que les juges disent non. Comme l'a dit le premier président de la Cour suprême dans ce discours qui s'adresse solennellement à la communauté internationale à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour suprême du pouvoir judiciaire. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Il y aura nécessairement un après 22 septembre. Oui. Et d'ailleurs, cela suivi depuis quelques jours. Oui. Vous êtes sans ignorer que le professeur Maurice Kamto a été assigné en résidence et que certains de ses partisans ont été interpellés. Et au regard des informations que nous avons, il pourrait être poursuivi pour tentative de déstabilisation de l'État, insurrection, hostilité envers la patrie, pour ne citer que ces quelques chefs d'accusation. Et à la lecture du communiqué radio-presse du ministre de la Communication, M. Emmanuel Sadi, on a quand même de fortes raisons de craindre que les jours à venir seront un peu sombres pour le professeur Maurice Kamto et compagnie. Mais ici, les jours de tous ceux qui ne sont pas des turiféraires du RDPC sont toujours en danger. Vous croyez que les miennes ne sont pas en danger? Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Parce qu'on a en face un pouvoir qui ne supporte pas la contradiction. Même une contradiction honnête, où on veut simplement que le Cameroun ne donne pas de lui l'image d'un pays nazi. Et qu'il donne de lui l'image qui est conforme au discours répété, y compris l'autre jour à l'ONU, par le ministre des Relations extérieures, qui reprend les valeurs démocratiques qu'eux-mêmes n'appliquent pas chez eux. Et il demande à l'ONU de les appliquer dans le multilatéral. C'est ça. Nous, on aimerait avoir un président de la République qui prononce de jolis discours là-bas et qui arrive ici, qui les met en pratique pour être conforme. Parce que sinon, nous aurons à subir les conséquences néfastes de la mauvaise image antidémocratique que les Camerounais et le Cameroun donnent. On en parlera si vous permettez. Oui, mais ce n'est pas l'apanage du Cameroun, maître. Vous savez également non, je ne suis pas là pour faire du droit comparé, M. Niobé. Je refuse. Je ne ferai pas du droit comparé. Je veux savoir que chez moi, les choses marchent bien. Et après, quand ça marche bien, je peux aller compétir avec les autres États. Mais je ne suis pas là pour prendre les aides dans d'autres pays. La démocratie suffisamment avancée. C'est-à-dire... Les marches du 19 septembre 2020 ont été également reprimées en Allemagne avec beaucoup de force. Mais on remarquera que c'est la première fois. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui est passé là. Parce que des autres fois, il n'y a pas eu de problème. Suisse, hein? Non. Si, il y a en 2019, en janvier 2019, on a vu des camions versant des jets d'eau sur les manifestants. Mais il faut aussi rappeler qu'on a vu ceux qui représentaient la force et qui étaient autour du président et qui ont utilisé le droit de la force à la place de la force du droit, en pleine capitale mondiale des droits de l'homme qu'est Genève, le siège du Conseil des droits de l'homme à Genève. On les a vus être condamnés. Oui. Et on a vu que sur le plan diplomatique, il s'est passé quelque chose et le président a écourté son séjour. Voilà. Ne me parlez pas que des autres conséquences. L'hypothèse des forces de l'ordre qui viennent encadrer la manifestation pour éviter les débordements n'est pas exclue. Même dans nos textes à nous, même chez les autres. Mais c'est quand il y a des débordements. C'est pour ça qu'on dit, on s'engage, on fait la manifestation, encadrez-nous, il n'y aura pas de violence. Ce sont des manifestations pacifiques. Tant qu'elles sont pacifiques, vous ne verrez pas ça. Maintenant, quand on parle de ces infractions, de ces chefs d'accusation qui pèsent contre le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'ils pourraient être applicables? On annonce d'ailleurs une centaine de militants du MRC devant le tribunal militaire. Alors, ça veut dire qu'il y aura procès. Parce que si on parle de ces infractions, ça veut dire qu'on doit retourner au code pénal. C'est une loi. Le code pénal est une loi qui a été votée par l'Assemblée. Bien sûr. Son article 2 nous renvoie à l'article 45. Ça veut dire que quelle que soit la base
des poursuites. Mettez ça insurrection, mettez ça tout. Si c'est une infraction qui est prévue dans le code pénal, eh bien, il va se heurter, son examen, son application va se heurter à l'article 2 du code pénal qui dit que les dispositions dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le principe de la hiérarchie des normes, le principe de les droits, les règles de droit international s'imposent à toute disposition pénale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser ça. Vous prenez donc, le code pénal, c'est une loi. Et c'est dans cette même loi qu'on va dire, il y a eu insurrection. Le juge est tenu de dire, est-ce que ça là, ça rentre dans quel cadre? Est-ce que c'est la loi, la loi à laquelle on a donné la primauté qui s'applique? Il est obligé. Il est obligé pourquoi? Parce que la Cour suprême leur a dit ça. Et je peux vous relire ce qui a été écrit ici par le premier président de la Cour suprême, qui vous dit d'ailleurs qu'il a rendu des arrêts dans ce sens. Donc, le juge national peut écarter une loi devenue caduque pour faire respecter les engagements qui s'imposent à l'État qui a ratifié une convention internationale. C'est le sens des arrêts Jacques Vabre, Nicolo et Omaïs Kassim, rendus respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État français et la Cour suprême du Cameroun. Ça veut dire que tournez n'importe comment, faites ce que vous voulez. Faites vos abus de pouvoir, mettez-les en prison, mais à la fin, cette décision va être cassée. Elle va être cassée parce que c'est prévu dans le code pénal. Non, cette fois-ci, c'est prévu dans le code de procédure pénale. Qui démontre les moyens. Qui montre comment on doit conduire, qu'est-ce qu'on doit respecter. Oui. Et qui nous dit, voilà les pouvoirs de la Cour suprême. La Cour suprême, si elle constate, c'est l'article 485, si elle constate qu'il y a une violation de la loi, déjà vous violez l'article 2 de la même loi qu'on appelle le code pénal. Si on constate la violation d'un principe général du droit, le principe c'est la primauté de la loi, c'est aussi la hiérarchie des normes. Vous ne pouvez pas appliquer une loi qui est contraire à l'autre loi à qui on a donné la primauté. Le non-respect de la jurisprudence de la Cour suprême ayant statué en section réunie d'une chambre ou en chambre réunie, c'était le cas de l'affaire Omaïs, dont parle le premier président lui-même. Il va casser votre décision. Tournez comme vous voulez, c'est un chemin que vous êtes obligé d'emprunter. Et ce n'est pas parce que le ministre de l'AT ou le ministre de la Communication ont utilisé des mots ronflants avec des menaces que vous allez résoudre ce problème de cette manière-là. Vous allez continuer à montrer que le système de M. Biya commence à devenir de plus en plus dictatorial, donc de plus en plus dangereux, donc de plus en plus en marge de la loi internationale. Et on n'y gagne rien. Je vous dirais que si on y gagne, on a tout à perdre en faisant comme ça. Peut-être, on reviendra sur ce que le Cameroun pourrait perdre tout à l'heure. Mais organiser une manifestation, maître, dit-on, avec pour objectif le chassement du président de la République, comme on l'a entendu dans les réseaux sociaux et même dans la bouche de certains de ces militants-là, un président de la République élu de manière démocratique dans les urnes, n'est-elle pas porteuse d'une manière ou d'une autre d'un projet insurrectionnel, comme on le souligne aujourd'hui, donc une manifestation comme celle-là peut être porteuse déjà d'un projet insurrectionnel. Est-ce que cela ne peut pas participer d'une manière ou d'une autre à donner force et vigueur au gouvernement, par exemple, pour appliquer ces sanctions-là? Mais ça ne lui donne pas le droit de violer les règles pour lesquelles, qui régissent le vivre ensemble et auxquelles il est tenu. Même s'il s'appelle le président de la République, l'État du Cameroun est un sujet de droit. Donc il est tenu de respecter ces règles-là. C'est un engagement qu'on a pris. Et c'est sur ces bases qu'il doit gérer le pays, pas autrement. Alors donc, quand on me parle d'insurrection, vous savez, quand les gens marchent sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé, il suffit justement, si les sous-préfets font leur job, vous encadrez là-bas, comment on va faire pour arriver à Itoudi? Puisque d'avance, on vous a donné l'itinéraire, là où on va marcher. On va aller le chasser comment? Puisque ça vous permet justement, on a parlé de chassement, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'avoir une opinion. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'exercer mon droit. Oui, il y a les mêmes droits. Je vous ai dit que c'était indivisible. Si j'ai la liberté, le droit de m'exprimer, d'exprimer une opinion,
Ça ne vous donne pas le droit de déclencher l'armada sur moi. Ça vous donne peut-être, par fébrilité, comme vous savez l'être en ce moment, de manière vraiment ridicule, d'aller là-bas, de barrer les routes qui vont au Mont Fébé pour que la marche ait lieu au boulevard du 20 mai. Et je ne vois pas comment on voudra le chasser. Pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi le gouvernement doit être serein pour gérer les problèmes qui concernent le peuple camerounais, qu'il est là pour servir. Vous n'êtes pas des médecins qui, à chaque fois qu'on vous amène un doigt qui fait « on a mal ici », vous dites « coupez la main ». Vous ne savez faire que couper. Vous ne savez faire que réduire. Vous ne savez faire que diviser. Vous ne savez faire que soustraire. Construire, ça vous dépasse. Essayons de construire ensemble. Résolvons les problèmes en construisant les solutions. Mais une manifestation qui paralyse le fonctionnement de l'État. Mais qui a paralysé? Une manifestation non. qui... à ce moment-là, je m'excuse, monsieur Nyopé, je dis que ça ne perturbe rien du tout. C'est vous. Une manifestation, c'est vous, le gouvernement, c'est vous. Empêche les gens de vaquer leurs occupations. C'est pas nous. C'est vous qui avez sorti les chars. C'est vous qui avez terrorisé les populations. C'est vous qui avez mis les chars d'assaut. C'est vous qui avez mis le Mamé Ouattara partout. Mais c'est on a déjà vu. Non, je m'excuse. Et alors, quand Kamto est revenu ici de je ne sais pas où il était, il y avait plein de monde dans la rue. Ça n'a pas perturbé. Hein? Cette manifestation n'avait pas été annoncée. Elle n'avait même pas été annoncée, mais les gens étaient dans la rue. Ça a empêché quoi? Ça a empêché les gens de travailler? Non. Quelqu'un s'est plaint que je suis allé accueillir Kamto, on était nombreux, on n'avait pas travaillé. Personne. C'est votre réaction qui empêche les gens de travailler, alors que c'est votre devoir de vous assurer tous les jours que les Camerounais vaquent à leurs occupations. D'ailleurs, c'est ce qui avait été annoncé. Vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations. Est-ce que ça les dérange qu'on dise « Bamenda free »,« Bamenda quoi » et puis personne ne travaille et ça ne les dérange pas? Ça ne les dérange pas. C'est à eux de s'assurer par des mesures qui respectent ces libertés d'aller et venir, liberté d'aller gagner son pain quotidien. C'est à eux, on leur a tout donné pour ça. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout. Donc pour vous, pourquoi c'est le fait d'avoir mis... Mais c'est eux qui ne font pas leur devoir. D'avoir mis des moyens coercitifs de l'État qui visent notamment à protéger les personnes et des biens, qui a perturbé l'ordre public, empêchant les gens d'aller notamment ouvrir leur commerce. C'était évident. À moi-même, on m'a demandé, tu vas faire comment, tu descends? Mais j'ai du monde ici qui me surveille pour que je ne descende pas. J'ai mes jeunes avec qui je travaille qui m'ont dit, nous on reste à la maison. Oh. Ce n'est quand même pas Kamto qui leur a dit. Il leur a même dit de marcher. Mais qui a fait qu'ils restent à la maison? C'est le déploiement policier désordonné. Comme si on avait à la 3e guerre mondiale au Cameroun. Donc l'État doit laisser les gens perturber. Donc l'État doit faire son travail de pacification. Il doit mettre dans la bouche de ses ministres le mot paix. Et la construire. Pas aller la mendier. Vous comprenez? Il doit mettre dans la bouche de ça, pas le mot « on va vous combattre, vous allez ceci, les abeilles, l'agressivité ». Non. Il doit trouver les moyens pour converger vers la paix, la construction de la paix. Ça, le mot paix existe dans la Constitution. Mais quand je vois les hauts responsables de RDPC venir ici à la télévision dire que l'État a le monopole de la violence, légitime ou pas, regardez dans la Constitution si vous voyez une seule fois le mot violence. Ils ont pris ça où? Mais regardez dans la Constitution, vous allez voir le mot paix. Ils ont fait quoi pour construire la paix? Le président lui-même a dit qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas construire la paix, il va plutôt la mendier. Vous voyez bien que les objectifs qui doivent guider, la vision qui doit guider leur action n'est pas la bonne. N'est pas du tout la bonne. Le président de la République est là, il est le chef de tout l'État, il est le chef de tout le monde. Il doit s'assurer que quand il pose un acte, quand il prend une mesure, eh bien, elle a des chances de satisfaire. Pas de punir, de satisfaire d'abord. La loi est d'abord là pour protéger, pas pour réprimer. Elle protège suivant les valeurs démocratiques, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs... Mais si vous n'avez pas du tout dans votre tête les concepts de paix, les concepts d'unité, les concepts de bien-être, les concepts de progrès qui peuvent concerner tout le monde, comment voulez-vous être à la tête d'un pays?
et pensez que vous allez mener ce pays Mais ailleurs que là où je suis en train il d'aller. y a quand même des théoriciens du droit, notamment Hunter Jacob, qui, rappelez-vous, certainement, avait parlé du droit pénal de l'ennemi. Quand on est dans ce genre de scénario où l'intégrité de l'État peut être menacée, où la cohésion sociale peut être entamée, l'État peut quand même user de cette violence, entre guillemets, légitime pour faire prévaloir l'ordre établi. Non, écoutez, Monsieur Niobé, je pense qu'il faut être sérieux. On n'est pas là pour savoir qu'est-ce qui plaît à M. Biya aujourd'hui et qui va. Nous voulons qu'il soit conforme avec son serment, avec les textes sur lesquels il a prêté serment, avec ses discours, et que ça se traduise dans la réalité. Quand le président de la République vous dit je dis, ça doit être une parole d'évangile. Vous êtes bien d'accord avec moi que plusieurs fois, il n'y a pas eu cette cohérence entre ce qui se fait et qu'il dit qu'il va se faire. Parce que justement, il sait que c'est sur ça qu'il a prêté serment. Il sait que c'est sa mission auprès de son peuple. Et dans la réalité, il fait tout à fait le contraire. Et tout le monde le voit. Et on le vit mal. On le vit mal. Moi, je n'aimerais pas, quand je regarde monsieur X ou Y, me dire « Ah, j'ai affaire à un Bamileke ». C'est ce qu'il est en train de semer. On ne parlera pas de tribalisation non, mais de ça, pouvoir pour l'instant. Mais justement, c'est quelque chose on vit très mal, ça. Le président de la République, en tant que garant de l'unité nationale et de la paix, quand on regarde, est-ce que sous le prétexte de la primauté des lois internationales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, doit-il baisser les bras et laisser faire ses compatriotes qui veulent le renverser parce que selon eux, il n'a pas été élu de manière démocratique? Enfin, monsieur, comment est-ce que vous pouvez me poser une question? Sous prétexte qu'il y a des lois. Alors, on fait quoi ensemble? Le principe, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Le principe, c'est que c'est la loi qui gère notre relation. S'il n'y a pas la loi, moi, je fais quoi avec vous? Vous allez en Vomeka, moi, je vais à Babimbi, point. Vous n'interférez pas dans ma vie, je me débrouille également. Mais nous avons la loi. Et c'est ce que les ministres nous disent. La loi. Ils seront punis conformément à la loi. Ce n'est pas la même loi. Il y a la leur, et puis il y a celle qui est là, qui est la vraie, qui est la règle, que eux, ils se donnent le droit de violer. Oui. Non, quand vous me dites sous prétexte que non, ce n'est pas un prétexte, je vous montre les textes. Et je vous dis que le président de la République a prêté serment sur ces textes. C'est-à-dire que c'est sa feuille de route. C'est-à-dire qu'il doit avoir comme vision la réalisation de ce devoir. Il y a des lois internationales qui sont supra, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais c'est toujours les plus importantes. Appelle ça, tout ça, c'est des lois. Oui, maintenant, il y a On des nous lois a seulement appris il y a des lois infra, les lois mais qui régissent quand même ne doivent pas violer les droits infra ne doivent pas violer les droits supra. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Sous le prétexte alors, justement que ces lois je ne sortirai pas de là. Ces lois internationales existent. Ces lois camerounaises, elles sont devenues... Attends, si vous dites international, ça veut dire qu'on nous impose quelque chose. C'est le président Biya qui les a négociées et ratifiées. Mais le même président Biya peut décider d'en sortir aussi. Qu'ils sortent alors. Si ces lois visent à empêcher l'État de mener à bien qu'ils sortent. Mais écoutez le discours de son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, pas plus tard, je crois que c'était hier. Bon, vous allez voir qu'il n'a pas du tout l'intention de sortir. Il veut même qu'on rentre l'Afrique dans le Conseil de sécurité. Alors, pourquoi vous me posez des questions qui relèvent du rêve ou des hypothèses qui ne sont pas? Moi, je vous parle de ce qu'il y a maintenant. Mais justement... C'est un discours. Alors, le président de la République, il a prêté serment quand? C'était il y a même moins de 2 ans sur cette Constitution. Et vous commencez déjà à me dire que si, sous prétexte, non. Je ne lui ai pas dit d'aller à ce mandat et d'aller prêter serment sur la même Constitution. Et il ne nous a pas dit que désormais, ce n'est plus... Il peut y avoir des évolutions quand même. Non, pas par rapport à ça. N'a pas été théorisé au niveau pas par rapport à du plan international. C'est pas comme ça qu'on gère. Malheureusement, en République, c'est pas comme ça. Sinon, parce que lui-même est tenu, il est tenu par les lois. Sur l'insurrection, sur le terrorisme, n'auraient pas existé. On a dû les adapter au contexte. Il a dit que le problème de terrorisme, ce n'est pas un problème qui regarde un État, mais que ça regarde le monde entier.
Il a dit ça tout à l'heure, dans la bouche de monsieur le directeur, le ministère. Alors, il faudrait savoir. Alors, attendez. Un coup, vous dites que c'est la loi internationale, il faut venir, seul, vous ne pouvez pas. Appliquez-la déjà pour d'autres choses. On voit. Sinon, qu'est-ce que votre voix va compter là-bas? Vous donnez les leçons, vous n'appliquez pas la même loi internationale ici quand ça vous arrange. Vous arrêtez les camtos, vous arrêtez les manifestants, vous les empêchez d'émettre une opinion, vous mettez... Alors, vous ne respectez pas les principes des règles internationales, et maintenant, vous voulez me parler de quoi là? Alors, si le procès Camto et compagnie sont condamnés, que fera la défense du MRC? Écoutez, une comme moi, je pense qu'ils seront condamnés. Parce que l'annonce de M. Atangandji est là. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais droit à un procès équitable. Être condamné, ça ne veut pas dire que la condamnation est juste. Qu'elle a respecté tous les impératifs d'un procès équitable. Mais je suis tellement habituée à la façon dont on juge chez moi, au Cameroun, que je ne serais pas du tout étonnée. Et je pense que M. Maurice Kamto ne se fait pas d'illusions. Si on nous amène au tribunal, ils seront condamnés. Sinon, à quoi ça sert de les amener au tribunal? Puisque M. Atangandji a déjà annoncé que la loi va sévir, que ça va... Alors, en plus, au tribunal militaire, où ils n'ont rien à faire, rien du tout. Le tribunal militaire est essentiellement hiérarchisé. Un vrai tribunal n'a pas de hiérarchie. Le juge doit être libre, impartial, et n'obéir qu'à la loi d'abord et à sa conscience. Vous savez bien qu'un militaire est aux ordres. Commandant, à vos ordres. Or, qui est le chef suprême des armées? C'est vous-même qui savez. Donc, il n'y a pas de justice au tribunal militaire, vous savez bien. Est-ce que vous allez vous constituer? Ça, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, je vais rejoindre le collectif. Ça fait partie de mon engagement. Quelle sera votre ligne de défense? Mon engagement, c'est contribuer à la construction d'un état de droit qui est en difficulté. Savez-vous que c'est parce que vous croyez que c'est une affaire de maître X ou de maître Y? Non. Lorsque vous n'êtes pas un état de droit et vous le montrez en mondovision dans des procès aussi médiatisés que celui de Kamto, vous savez, la Banque mondiale vous regarde. Toute l'économie mondiale vous regarde. Personne ne viendra investir ici parce qu'il n'y aura pas de sécurité judiciaire et juridique de leur argent et des personnes qui vont venir vous aider à sortir le chômage. Il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Donc, non. En réalité, c'est ce que le Cameroun perd dans cette affaire. Perd énormément. Or, le président de la République devrait avoir à cœur à ce que ça n'arrive pas, à ce que les gens viennent investir chez lui. Regardez tous les secteurs qui sont en panne là. Le tourisme, vous pouvez faire quel tourisme dans un pays aussi béni, aussi beau que le Cameroun? Et vous savez qu'il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. C'est-à-dire se rendre attractif, appeler les gens, les milliardaires qui viennent dépenser de l'argent ici et nourrir les vôtres. Vous ne savez pas ce qu'on perd. Ça ne s'arrête pas, ce n'est pas une affaire de Kamto ou de moi. Vous allez payer ça aussi. Le chômage n'est pas fini, donc l'extrême pauvreté est devant. Et qui dit extrême pauvreté, dit violence et guerre, l'insécurité. Tout ça, c'est un. Alors, ce n'est pas seulement à moi de le savoir. Je suis là pour le rappeler au président de la République. Monsieur le Président, vous êtes en train de nous poser des actes de haine. Vous êtes en train de nous poser des problèmes, de nous créer des problèmes qui vont survivre, vous survivre même. Ne faites pas ça. Nous vous avons aimé, aimez-nous aussi. Posez quelques actes d'amour. Pas la division et la haine qu'on voit là. Et la violence que vous faites passer par des bouches comme celle de votre minate. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Alors, vous aviez souligné naguère, on a eu le temps de vous suivre, que le professeur Maurice Kamto était l'un des plus grands patriotes de ce pays qui pense toujours aux autres avant de penser à lui-même. Un discours qui contraste fort, malheureusement, avec la sortie de plusieurs de ses camarades d'armes, notamment Célestin Djamen, Paul-Éric Kingé, qui pensent que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, n'a pas l'étoffe d'un homme d'État. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir l'étoffe d'un homme d'État. Ce n'est pas l'étoffe qui fait l'homme d'État, déjà. C'est l'homme d'État qui fait l'étoffe. Alors, qu'on nous mette un homme d'État qui s'appelle Kamto et on verra s'il en a l'étoffe. Mais pas l'inverse.
Chacun a sa vision. Monsieur N'Djamène et tous les autres, ça n'engage que eux. Ils ont été de très proches collaborateurs de monsieur, du président Kamto. Et tout le monde sait ce qu'ils ont dit, qui rejoint ce que moi je dis maintenant. Voilà. Autrefois, ce qu'il disait, c'est ce que je dis aujourd'hui. Donc, il faut pas je ne pense pas qu'il va me convaincre. Ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas permis d'être des députés, en boycottant les élections, que subitement, ce qu'ils ont dit avant, ils n'ont pas renié ça. Mais nous, on a retenu ça et on observe. Et on voit que ce qu'ils ont dit avant, ça se vérifie. Mais pourquoi, au moment où le MRC avait le vent en poupe, avec, au regard des statistiques et des résultats de la dernière élection présidentielle, les 14%, quand même c'est le deuxième parti politique à cette élection-là, premier parti politique de l'opposition, le MRC décide de manière délibérée de ne pas participer à cette élection qui aurait pu lui permettre d'avoir des députés et des conseillers municipaux. Parce qu'il s'est posé la question de savoir, des députés, pourquoi faire? Tous ces partis qui ont été, ils ont eu beaucoup de députés. Regardez l'histoire de nos parlementaires dans les partis. L'UNDP avait beaucoup de députés à un moment donné. Ils en ont combien aujourd'hui pour être allés à l'Assemblée? Le SDF a commencé par avoir beaucoup de députés. Ils en ont combien aujourd'hui? Tout ça, c'est en chute libre. L'UPC avait beaucoup de députés. Non seulement il n'est plus UPC, mais la division, la pédale de la division qu'utilise souvent le parti, regardez, on est allé encore faire en sorte le PCRN pour le confiner en Sanaga Maritime, appelons ça comme ça. On est allé le faire compétir avec son frère de l'UPC. On lui a promis autre chose. Mais la démonstration est maintenant faite par le RDPC que c'est un parti villageois. Ce n'est même pas départemental, mais villageois. Et on a mis la haine entre eux. Donc l'UPC ne sera jamais unifié. Comprenez? C'est des petites choses qu'il faut savoir percevoir. Et je pense que... Biya? Pardon? Est-ce la faute au président? Mais c'est sa politique. C'est sa politique. En même temps, il ne les oblige pas aussi. Mais il ne les oblige pas, mais il utilise des moyens qui ne sont pas bons. D'abord, le premier moyen, c'est la fraude à l'élection présidentielle, pour qu'il soit là. Deuxième moyen, c'est la confusion entre le président de la République élu et le président d'un parti politique concurrent. Et à travers cette unicité dans la personne, qui est président de l'un et de l'autre, vous savez très bien qui perd. C'est l'État. Parce que le RDPC ne nous apporte rien à l'État, à nous, le peuple, avec qui on a une relation. Hein, mais l'inverse, vous allez voir, il vit de nous. Ah oui, c'est la même personne qui a les caisses de l'État et qui alimente les caisses du RDPC. Il y a des cotisations des membres. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous ne direz pas le contraire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... On n'a jamais dit que le ministre a pris l'argent de l'État pour reverser... Non, mais ça, si vous y croyez, ça... je vous laisse croire ça. Dans les caisses du RDPC. Mais moi, vous ne me ferez pas croire ça. Parce que je peux vous donner des preuves même. Ce n'est pas normal cette confusion entre quelqu'un que tout le pays a élu, soi-disant, et le président d'un parti. Vous comprenez? Et ça fait partie des verrous qu'il a mis dans l'expression populaire au moment du choix de ses dirigeants. Voilà. Ça, c'est le premier hold-up du président de la République. Le hold-up du pouvoir populaire. C'est-à-dire ne jamais faire en sorte que la volonté populaire, surtout si elle est contre lui, s'exprime dans les élections. C'est pour ça que Kamto n'est pas allé à l'élection. Ça ne sert à rien parce que s'il le fait, il va faire comme les autres. Ils ont sacrifié leur parti et eux-mêmes sont à l'Assemblée. Mais vous avez déjà vu un député faire passer une loi? Non. Déjà, d'ailleurs, le PCRN commence à se plaindre, qu'ils ne peuvent rien dire. Vous avez vu quand Mme Ndamjoya, l'honorable, était là-bas? Il ne parle pas. Est-ce que le SDF a pu mettre sur l'ordre du jour le problème de nos eaux? Voilà, maintenant, le parti est sacrifié. Combien de députés? Tel que c'est parti, là, le président Biya est là pour encore 5 ans. Il est là jusqu'à 2025.
Le professeur Maurice Kamto aurait déjà plus de 70 ans. Et il aurait eu... Bon, alors s'il avait eu 2, 3 députés, ça lui aurait apporté... Ça aurait changé quoi, ce qu'il veut faire pour le Cameroun? C'est justement ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Si Kamto avait été candidat, si c'était quelqu'un qui pense à lui-même, il est candidat, on l'aurait fait passer rapidement. Il aurait été élu député. Mais c'était au détriment de son parti. Le même Kamto était ministre de la République. Et ministre de la République, ça veut dire qu'il servait l'État du Cameroun. C'est l'État qui paye, ce n'est pas M. Biya qui paye ces gens-là. L'administration, c'est nous. Il n'avait pas privilégié ses intérêts à ce moment? À quel niveau? Mais quand on le passe au tribunal. Je Après tout, ils sont très gênés. Moi, je ne connaissais pas M. Kamto à ce moment-là. Je n'étais pas une proche de Kamto. Hein. Je suis proche de Kamto pour les injustices qu'il subit, pour la violence d'État qu'on lui fait subir, en violation des textes et des lois et de l'État de droit. Parce que moi, je travaille dans le droit. On ne peut pas laisser. Mais sinon, quand M. Kamto était ministre, il y a beaucoup de gens qui... J'ai même appris que ses enfants et les enfants de M. Biya étaient très amis. Bien sûr. Alors, est-ce que moi j'étais là-bas? Mais ça n'empêche pas, ça ne lui donne pas l'obligation de rester esclave toute sa vie. À un moment donné, il a dit non, je ne sers pas M. Biya. C'est l'esclave qui s'est affranchi? Je ne sers pas le... Non, il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Je ne sers pas M. Biya, je sers l'État du Cameroun, le pays. C'est tout. Il a dit, bon, ben c'est bon maintenant. J'ai terminé avec le process, bien. On a fait un bon moment, passé un bon moment. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher là? Rien. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Moi non plus. Moi non plus. Nous ne faisons que poser des questions pour permettre justement à nos téléspectateurs de comprendre les méandres de cette actualité. Oui. Madame, monsieur, si vous nous retrouvez un instant, nous sommes malheureusement pour vous là depuis pratiquement 1 heure et on parle des questions d'actualité. On a longuement parlé des manifestations du 22 septembre dernier organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, la pré-manifestation du 22. On a également parlé en entame de cette émission de la rentrée scolaire 2020-2021 à l'heure de la Covid-19. Et maintenant, nous profitons de cette deuxième partie, cette courte, mais très intéressante, je vous l'annonce, pour parler de la sortie de Maître Alinscom autour de l'actualité relative à la pension de Mme Germaine Ahidjo, l'ex-première dame du Cameroun, l'épouse du président Amadou Ahidjo. Une fois de plus, merci Maître de nous recevoir chez vous. Vous parliez justement de cette lettre adressée à Mme Chantal Biya et la réaction de Mme Germaine Ahidjo. Oui, c'est parce que Mme Ahidjo, elle n'est faite que de dignité et de respectabilité. Tout le monde le sait. C'est sa caractéristique numéro 1. Son mari était comme ça aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on lui a rapporté que j'ai saisi Mme Biya pour lui demander de prier, supplier de faire payer sa pension. Et que ce faisant, elle s'est sentie très mal à l'aise parce qu'elle ne m'en dit rien au régime de M. Biya. Rien, encore moins à Mme Biya. Elle ne m'en dit rien. Et en même temps, elle a eu peur que cela ne vexe les Sénégalais qui l'hébergent depuis et qui se disent, mais comment elle peut aller mendier encore maintenant comme si elle était malheureuse chez nous? C'est ce qu'on lui a dit. Elle n'a pas lu elle-même. C'est ce qu'on lui a dit. Évidemment, effectivement, ça l'a fait bondir. Mais moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Mme Ahidjo a 90 ans. Elle a finalement compris quand même. Je vous ai dit qu'elle m'a appelé le 28 septembre à 14h44, il y a 2 jours. Et pour me renouveler son affection et me dire de porter le message aux Camerounais que le problème de M. Ahidjo, c'est le leur. Ce n'est pas un problème de M. et Mme Ahidjo. Tout ce qui concerne Ahidjo, son retour ici, c'est au niveau de l'État du Cameroun, au niveau des lois du Cameroun, et non pas le confiner à sa famille. Et qu'elle les encourage et les remercie à chaque fois qu'elle rappelle cela ici, et qu'elle n'oublie pas que leur président est là-bas. Puisque le président, aujourd'hui, vous allez visiter le musée du Sénégal. Le président Ahidjo figure parmi les figures emblématiques de l'Afrique. Replacez ça dans son temps, aux côtés de Mandela, aux côtés des présidents des États-Unis, de Martin Luther King, M. Ahidjo. Vous y allez, visitez le musée de Dakar.
Donc ce n'est même plus une dimension camerounaise, à plus forte raison familiale. C'est une dimension qui est devenue planétaire. En tout cas, panafricaine. Les gens de son époque. Alors elle m'a dit qu'elle nous encourage à continuer à faire respecter la mémoire de son mari comme personnalité historique du Cameroun. À ceux qui veulent qu'on le confine, comme on les a confinés à Dakar, à ceux qui veulent qu'on l'oublie, qu'il a été un grand homme, qu'il a laissé un lourd héritage au pays et qu'il n'a fait que ça et par amour pour les siens. Bien sûr, le président Ahidjo a cassé des œufs, mais il a fait une omelette. Tout le monde a vu toutes les sociétés d'État qu'il a laissées, dans tous les domaines, en attendant que les Camerounais deviennent des opérateurs économiques capables de reprendre à l'État. Même si ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'était ça, sa vision. Il a laissé tout intact. On ne venait pas ici comme on veut. Le Cameroun avait la meilleure signature. Si on dit c'est le Cameroun qui signe, on dit allez, donne. Aucune dette. On le suppliait même de s'endetter. Enfin bref. Et le président Biya lui-même, les premiers discours, reprenez-les. Son illustre prédécesseur a laissé les caisses pleines. Où on en est aujourd'hui. Et dans tout ça, voilà un décret. La récession un mondiale décret n'est pas signé. l'apanage du Oui, Cameroun. mais il y a des, Il y a eu une crise il y a des gens. mondiale qui a Oui, mais impacté tous les pays, il y a surtout y la compris gestion. le Cameroun. Oui, mais il fallait qu'il montre qui gère bien et on aurait compris. Mais à côté de ça, lui-même voit qu'il n'y a que des détournements. Alors, si tu es dans un état où il n'y a que des détournements de 200 milliards, etc., pour chacun, où on avale 2000 milliards pour la canne, et toi-même, tu vois, tu ne fais rien, Les montants sont ça veut assez dire que... exorbitants, mais- non, mais c'est pas moi, je vois les chiffres, c'est les chiffres Ils que... sont pas- oui, mais ils sont même pas si aussi c'est la bons que moitié, ça. j'accepte. Oui, mais Qu'est-ce qu'il fait? Il les traque quand même. Il hein. les traque à tête chercheuse. Il Oh. les traque quand il condamne Michel Fotso, Marafa, pour détournement de l'argent de l'avion. Et avant ça, il a déjà condamné Atangname Bara pour tentative de détournement de cet argent. Si c'est lui qui est venu, il est venu après. Le même chef d'accusation. Tout son travail Si, sur si, ce dossier, si. dans le cadre de Non, la faible non, non, budget non, non, non. présidentiel. Voilà le tribunal. Le tribunal a condamné Atangname Bara avant de condamner Fotso et Marafa. Et M. Atangname Bara, qui était secrétaire général de la présidence, après Marafa, a été condamné pour tentative de détournement de 39 millions de dollars. Si on te condamne pour tentative de détournement de quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose existe au moment où tu es là. N'est-ce pas? Et il a été condamné avant Marafa et Fotso pour le même montant, le même avion. Et quand Marafa et Fotso sont venus au tribunal, on les a condamnés pour avoir détourné ça. C'est-à-dire, avant l'arrivée de Atangname Bara, Marafa avait détourné ça avec Fotso. Voilà. Si je ne rentre même pas dans le détail des débats. J'aurais préféré. Je ne rentre pas. Mais c'est pour vous montrer sur que... le sujet qui nous Alors, intéresse. il y a un décret qui a été signé le 10 avril 1979, intitulé « Décret pour accorder une pension aux anciens présidents du Cameroun ». Le contenu de ce décret, il accorde une pension à vie aux anciens présidents du Cameroun, équivalent aux 2/3 de la solde d'un chef d'État en exercice, une pension pour les veuves et les enfants, un logement, un bureau du personnel, etc. C'est un décret de la République qui est même signé par Ahidjo. Est-ce que c'est pour ça que le président Biya ne l'applique pas? Il n'a pas été abrogé. Non, pas du tout. Pas du tout. Et même sur le plan traditionnel, quand vous perdez votre papa, quelqu'un vous enterre votre papa, vous n'êtes pas là. Vous pouvez faire le big mob avec cette personne. Il va dire, c'est moi qui ai enterré ton père. Ce n'est pas l'orgueil de quelqu'un de dire j'ai enterré ma personne. Non. Même sur le plan traditionnel, vous mangez la nourriture de la veuve et de l'orphelin. C'est condamné aussi par la Bible. Et vous prenez le dernier enfant, vous la mettez PCA du palais des congrès. Elle est majeure. Elle est majeure, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous nous montrez quoi, à nous les parents? Que quand tu as 90 ans, tu ramasses, tu kidnappes ma fille, ma dernière,
Elle n'a pas été pour des kidnappée, raisons. Non, mais je elle n'a dis pas été kidnappe. Je kidnappée. dis kidnappe. Tu Elle ne n'a lui pas as. été kidnappée. Non, d'accord, elle n'a pas été Elle a kidnappée. été, Je suis d'accord. choisie Je et elle suis a d'accord. accepté Elle a d'être été majeure. choisie, c'est très bien. Elle a joué de toutes ses mais ce qu'il y a, c'est que Madame Bia. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Madame Aminata Oyejo a écrit pour dénoncer votre sortie. Oui, mais elle a été désavouée par sa mère. Je ne peux pas parler de cette histoire parce qu'effectivement, c'est une affaire mère-enfant. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Aminata me connaît très bien. Elle m'a vu plusieurs fois. Je dormais chez ses parents et à Dakar, quand je descends là-bas. OK? Très bien. Je ne vais pas en parler. Mais ce que je constate, c'est que le modèle de papa ou de maman, de la relation qui doit exister entre mère et enfant, ce n'est pas illustré par Aminatou. Alors qu'elle a un exemple vivant qui est Madame Bia. Madame Bia a montré qu'elle était une enfant comme tout le monde aimerait en avoir une, quand on est une maman. Elle a été à côté de sa mère tout le temps. Et même après sa mort, elle s'est arrangée pour qu'elle ne soit pas là-bas, chez son mari. Dans le village de son époux. Et oui, pour qu'elle soit avec elle chez son mari à elle. Elle n'a même pas été s'en séparer, même un peu, pour qu'elle aille là où elle est née. Elle est en Vomeka. Voilà l'exemple d'enfant que chaque maman aimerait avoir. Bon, j'espère que Aminatou va suivre ça comme modèle vis-à-vis de sa maman avant de répondre à mes lettres. Voilà ce qu'on attend d'elle. Moi, j'ai saisi Madame Bia parce que c'est une dame de cœur en tant que ma fille. Vous avez essayé en 30 ans, cela n'a pas marché. J'ai donc dit cette fois-ci, voilà. Des fruits? Ah ben, la preuve, c'est que tout le monde en a parlé. Le président de la République... On n'en parlait pas? Non. Quand je sortais, personne ne réagissait. Moi, j'ai atteint mon objectif sur le plan de la communication. J'ai atteint mon objectif. Madame Bia ne dira pas demain, quand elle sera veuve, qu'elle ne savait pas la situation. On ne lui souhaite pas pour l'instant. Je ne souhaite rien à personne, sinon même de vivre encore plus, d'être même président de la République. Mais ce que j'exige, c'est qu'il fasse le travail d'un président de la République. Voilà, et qu'il assume ses devoirs. Monsieur Bia ne dira plus qu'il ne savait pas qu'il y avait ce décret, qui n'est pas au-dessus de la loi, et que ce décret porte sur les intérêts supérieurs des veuves et des orphelines, de quelqu'un qui était là avant lui et qui lui a donné le poste. Il ne pourra pas se défendre demain, parce qu'aujourd'hui, il sait. Et le monde entier sait qu'il sait. Et les Camerounais connaissent la vraie situation par rapport à ce décret et par rapport aux victimes de sa non-exécution. Le président Bia ne viendra pas nous dire qu'il est légaliste. Les gens ne viendront pas nous dire « Ah, vous savez, le président est légaliste. » Non, il y a un texte, là, il faut l'appliquer. Ça fait 30 ans. Espérons que cette fois-ci, ça se fera. Ben ça là, de toute façon, en ce qui me concerne, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le monde est au courant. Maintenant, les gens qui écrivent, qui faut montrer que c'est une affaire mettre comme contre Mme Ahidjo. Vous êtes tombés sur un os. J'adore Mme Ahidjo. Je me prépare à aller la voir et j'habiterai chez elle, il faut le savoir. Comme toujours, avec un grand plaisir. Et elle aussi. Et dans la communication qu'on a eue le 28 septembre, c'est ce qu'on s'est renouvelé réciproquement. Ouais. Alors, merci maître. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était assez intense. On n'a pas vu le temps passer. Fort heureusement, on espère renouveler cet exercice la prochaine fois par rapport à l'actualité, surtout qu'on sait qu'il y aura davantage un après 22 septembre. C'est ça. Et surtout que vous avez annoncé que vous constituerez aux côtés de l'avocat du conseil de Maurice Kamto. Absolument. Je ne peux pas les laisser. Et je le ferai pour les homosexuels. Hein. Il ne faut pas croire que les homosexuels... On parlera également de ce ben oui, je le ferai pour tous ceux qui sont victimes de l'arbitraire. On parlera, pourquoi pas, parce aussi que c'est mon devoir. Ah, la double nationalité alors. Oh oui. On annonce une prochaine émission pour les absolument, je suis des vôtres. Je pourrais apporter ma petite contribution. D'accord, merci maître. C'était un plaisir, madame, monsieur. Merci également de nous avoir écoutés durant toute cette période consacrée à l'entretien. De ce jour, l'invité du jour était une personne qu'on ne présente plus au sein du corps social, et même au niveau de l'environnement politique camerounais. Elle a même été candidate à l'élection législative, malheureusement avec des fortunes diverses. On en parlera, on n'a pas parlé de ce sujet tout au long de cette émission, mais on espère y revenir une prochaine fois. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Merci, au revoir.